Madame Verdurin fut outrée quand elle apprit que 2 membres du petit groupe étaient invités sans elle à dîner à Féterne en petit comité. Elle dicta au docteur, dont le premier mouvement avait été d'accepter, une fière réponse où il disait « Nous dînons ce soir-là chez Madame Verdurin », pluriel qui devait être une leçon pour les Cambremer et leur montrer qu'ils n'étaient pas séparables de Madame Cottard. Quant à Morel, Madame Verdurin n'eut pas besoin de lui tracer une conduite impolie qu'il tint spontanément. Voici pourquoi. S'il avait, à l'égard de M. de Charlus, en ce qui concernait ses plaisirs, une indépendance qui affligeait le baron, nous avons vu que l'influence de ce dernier se faisait sentir davantage dans d'autres domaines, et qu'il avait, par exemple, élargi les connaissances musicales et rendu plus pur le style du virtuose. Mais ce n'était encore, au moins à ce point de notre récit, qu'une influence. En revanche, il y avait un terrain sur lequel ce que disait M. de Charlus était aveuglément cru et exécuté par Morel. Aveuglément et follement. Car non seulement les enseignements de M. de Charlus étaient faux, mais encore, eussent-ils été valables pour un grand seigneur, appliqués à la lettre par Morel, ils devenaient burlesques. Le terrain où Morel devenait si crédule et était si docile à son maître, c'était le terrain mondain. Le violoniste, qui avant de connaître M. de Charlus n'avait aucune notion du monde, avait pris à la lettre l'esquisse hautaine et sommaire que lui en avait tracé le baron. Il y a un certain nombre de familles prépondérantes, lui avait dit M. de Charlus, avant tout les Guermantes, qui comptent 14 alliances avec la Maison de France, ce qui est d'ailleurs surtout flatteur pour la Maison de France, car c'était à Aldonse de Guermantes et non à Louis le Gros, son frère consanguin mais puiné, qu'aurait dû revenir le trône de France. Sous Louis XIV, nous drapâmes à la mort de monsieur, comme ayant la même grand-mère que le roi. Fort au-dessous des Guermantes, on peut cependant citer les La Trémouille, descendants des rois de Naples et des comtes de Poitiers, les Duzet, peu anciens comme famille, mais qui sont les plus anciens pères, les Luynes, tout à fait récents, mais avec l'éclat de grandes alliances, les Choiseul, les Harcourt, les La Rochefoucauld, ajoutez encore les Noailles, malgré le comte de Toulouse, les Montesquieu, les Castellane, et sauf oubli, c'est tout. Quant à tous les petits messieurs qui s'appellent marquis de Cambremerde ou de Vatferfiche, il n'y a aucune différence entre eux et le dernier piou-piou de votre régiment. Que vous alliez faire pipi chez la comtesse Caca ou caca chez la baronne Pipi, c'est la même chose. Vous aurez compromis votre réputation et pris un torchon brenneux comme papier hygiénique, ce qui est malpropre. Morel avait recueilli pieusement cette leçon d'histoire, peut-être un peu sommaire. Il jugeait les choses comme s'il était lui-même un Guermantes et souhaitait une occasion de se trouver avec les faux Latour d'Auvergne pour leur faire sentir par une poignée de main dédaigneuse qu'il ne les prenait guère au sérieux. Quant aux Cambremer, justement voici qu'il pouvait leur témoigner qu'il n'était pas plus que le dernier piou-piou de son régiment. Il ne répondit pas à leur invitation, et le soir du dîner s'excusa à la dernière heure par un télégramme, ravi comme s'il venait d'agir en prince du sang. Il faut du reste ajouter qu'on ne peut imaginer combien, d'une façon plus générale, M. de Charlus pouvait être insupportable, tatillon, et même, lui si fin, bête, dans toutes les occasions où entraient en jeu les défauts de son caractère. On peut dire, en effet, que ceux-ci sont comme une maladie intermittente de l'esprit. Qui n'a remarqué le fait sur des femmes, et même des hommes, doués d'intelligence remarquable, mais affligés de nervosité? Quand ils sont heureux, calmes, satisfaits de leur entourage, ils font admirer leurs dons précieux. C'est, à la lettre, la vérité qui parle par leur bouche. Une migraine, une petite pique d'amour-propre suffit à tout changer. La lumineuse intelligence, brusque, convulsive et rétrécie, ne reflète plus qu'un moi irrité, soupçonneux,
coquet, faisant tout ce qu'il faut pour déplaire. La colère des Cambremer fut vive, et dans l'intervalle, d'autres incidents amenèrent une certaine tension dans leur rapport avec le petit clan. Comme nous revenions, les Cottard, Charlus, Brichot, Morel et moi d'un dîner à la Raspelière, et que les Cambremer, qui avaient déjeuné chez des amis à Rambouville, avaient fait à l'aller une partie du trajet avec nous, vous qui aimez tant Balzac et savez le reconnaître dans la société contemporaine, avais-je dit à M. de Charlus, vous devez trouver que ces Cambremer sont échappés des scènes de la vie de province. Mais M. de Charlus, absolument comme s'il avait été leur ami et si je l'eusse froissé par ma remarque, me coupa brusquement la parole. « Vous dites cela parce que la femme est supérieure au mari, me dit-il d'un ton sec. » Oh, je ne voulais pas dire que c'était la muse du département, ni Madame de Bargeton, bien que M. de Charlus m'interrompit encore. « Dites plutôt Madame de Morceau. » Le train s'arrêta et Brichot descendit. « Nous avions beau vous faire des signes, vous êtes terrible. »« Comment cela ? Voyons, ne vous êtes-vous pas aperçu que Brichot est amoureux fou de Madame de Cambremer ?» Je vis par l'attitude des Cottard et de Charly que cela ne faisait pas l'ombre d'un doute dans le petit noyau. Je crus qu'il y avait de la malveillance de leur part. « Voyons, vous n'avez pas remarqué comme il a été troublé quand vous avez parlé d'elle ?» reprit M. de Charlus, qui aimait montrer qu'il avait l'expérience des femmes et parlait du sentiment qu'elles inspirent d'un air naturel, comme si ce sentiment était celui qu'il éprouvait lui-même habituellement. Mais un certain ton d'équivoque paternité avec tous les jeunes gens, malgré son amour exclusif pour Morel, démentit par le ton les vues d'homme à femme qu'il émettait. « Oh, ces enfants, dit-il d'une voix aiguë, mièvre et cadencée, il faut tout leur apprendre. Ils sont innocents comme l'enfant qui vient de naître. Ils ne savent pas reconnaître quand un homme est amoureux d'une femme. À votre âge, j'étais plus dessalé que cela, ajouta-t-il, car il aimait employer les expressions du monde apache, peut-être par goût, peut-être pour ne pas avoir l'air, en les évitant, d'avouer qu'il fréquentait ceux dont c'était le vocabulaire courant. Quelques jours plus tard, il fallut bien me rendre à l'évidence et reconnaître que Brichot était épris de la marquise. Malheureusement, il accepta plusieurs déjeuners chez elle. Madame Verdurin estima qu'il était temps de mettre le holà. En dehors de l'utilité qu'elle voyait à une intervention pour la politique du petit noyau, elle prenait à ces sortes d'explications et aux drames qu'il déchaînait un goût de plus en plus vif et que l'oisiveté fait naître aussi bien que dans le monde aristocratique dans la bourgeoisie. Ce fut un jour de grande émotion à la Raspelière quand on vit Madame Verdurin disparaître pendant 1 heure avec Brichot, à qui on sut qu'elle avait dit que Madame de Cambremer se moquait de lui, qu'il était la fable de son salon, qu'il allait déshonorer sa vieillesse, compromettre sa situation dans l'enseignement. Elle alla jusqu'à lui parler en termes touchants de la blanchisseuse avec qui il vivait à Paris et de leur petite fille. Elle l'emporta. Brichot cessa d'aller à Féterne, mais son chagrin fut tel que pendant 2 jours, on crut qu'il allait perdre complètement la vue, et sa maladie, en tout cas, avait fait un bond en avant qui resta acquis. Cependant, les Cambremer, dont la colère contre Morel était grande, invitèrent une fois, et tout exprès, M. de Charlus, mais sans lui. Ne recevant pas de réponse du baron, ils craignirent d'avoir fait une gaffe et, trouvant que la rancune est mauvaise conseillère, écrivirent un peu tardivement à Morel, platitude qui fit sourire M. de Charlus en lui montrant son pouvoir. « Vous répondrez pour nous 2 que j'accepte, dit le baron à Morel. » Le jour du dîner venu, on attendait dans le grand salon de Féterne. Les Cambremer donnaient en réalité le dîner pour la fleur de chic qu'étaient M. et Mme Ferré. Mais ils craignaient tellement de déplaire à M. de Charlus que, bien qu'ayant connu les Ferré par M. de Chevrigny, Mme de Cambremer se sentit la fièvre quand, le jour du dîner, elle vit celui-ci venir leur faire une visite à Féterne. On inventa tous les prétextes pour le renvoyer à Beausoleil au plus vite. Pas assez pourtant pour qu'il ne croisât pas dans la cour les Ferré, qui furent aussi choqués de le voir chasser que lui honteux. Mais, coûte que coûte, les Cambremer voulaient épargner à M. de Charlus la vue de M. de Chevrigny, jugeant celui-ci provincial à cause de nuances qu'on néglige en famille, mais dont on ne tient compte que vis-à-vis des étrangers, qui sont précisément les seuls qui ne s'en apercevraient pas.
Mais on n'aime pas leur montrer les parents, mais on n'aime pas leur montrer les parents qui sont restés ce que l'on s'est efforcé de cesser d'être. Quant à monsieur et madame Ferré, ils étaient au plus haut degré ce qu'on appelle des gens très bien. Aux yeux de ceux qui les qualifiaient ainsi, sans doute les Guermantes, les Rohan et bien d'autres étaient aussi des gens très bien, mais leur nom dispensait de le dire. Comme tout le monde ne savait pas la grande naissance de la mère de madame Ferré et le cercle extraordinairement fermé qu'elle et son mari fréquentaient, quand on venait de les nommer, pour expliquer, on ajoutait toujours que c'étaient des gens tout ce qu'il y a de mieux. Leur nom obscur leur dictait-il une sorte de hautaine réserve? Toujours est-il que les Ferré ne voyaient pas des gens que les La Trémouille auraient fréquentés. Il avait fallu la situation de reine du bord de la mer que la vieille marquise de Cambremer avait dans la Manche pour que les Ferré vinssent à une de ces matinées chaque année. On les avait invités à dîner et on comptait beaucoup sur l'effet qu'allait produire sur eux M. de Charlus. On annonça discrètement qu'il était au nombre des convives. Par hasard, Madame Ferré ne le connaissait pas. Madame de Cambremer en ressentit une vive satisfaction, et le sourire du chimiste qui va mettre en rapport pour la première fois deux corps particulièrement importants erra sur son visage. La porte s'ouvrit, et Madame de Cambremer faillit se trouver mal en voyant Morel entrer seul. Comme un secrétaire des commandements chargé d'excuser son ministre, comme une épouse morganatique qui exprime le regret qu'a le prince d'être souffrant, ainsi en usait madame de Clinchamp à l'égard du duc d'Aumale, Morel dit du ton le plus léger: « Le baron ne pourra pas venir, il est un peu indisposé, du moins je crois que c'est pour cela. Je ne l'ai pas rencontré cette semaine, » ajouta-t-il, désespérant jusque par ses dernières paroles madame de Cambremer, qui avait dit à monsieur et madame Ferré que Morel voyait monsieur de Charlus à toutes les heures du jour. Les Cambremer feignirent que l'absence du baron était un agrément de plus à la réunion, et, sans se laisser entendre de Morel, disaient à leurs invités: « Nous nous passerons de lui, n'est-ce pas? Ce ne sera que plus agréable. » Mais ils étaient furieux, soupçonnèrent une cabale montée par madame Verdurin, et du tac au tac, quand celle-ci les réinvita à la Raspelière, M. de Cambremer, ne pouvant résister au plaisir de revoir sa maison et de se retrouver dans le petit groupe, vint, mais seul, en disant que la marquise était désolée, mais que son médecin lui avait ordonné de garder la chambre. Les Cambremer crurent par cette demi-présence à la fois donner une leçon à M. de Charlus et montrer aux Verdurin qu'il n'était tenu envers eux qu'à une politesse limitée, comme les princesses du sang autrefois reconduisaient les duchesses, mais seulement jusqu'à la moitié de la seconde chambre. Au bout de quelques semaines, ils étaient à peu près brouillés. M. de Cambremer m'en donnait ses explications. Je vous dirais qu'avec M. de Charlus, c'était difficile. Il est extrêmement Dreyfusard. Mais non, si, en tout cas, son cousin, le prince de Guermantes, l'est. On leur jette assez la pierre pour ça. J'ai des parents très à l'œil là-dessus. Je ne peux pas fréquenter ces gens-là. Je me brouillerais avec toute ma famille. Puisque le prince de Guermantes est Dreyfusard, cela ira d'autant mieux, dit madame de Cambremer, que Saint-Loup, qui, dit-on, épouse sa nièce, l'est aussi. C'est même peut-être la raison du mariage. Voyons, ma chère, ne dites pas que Saint-Loup, que nous aimons beaucoup, est Dreyfusard. On ne doit pas répandre ce genre d'allégations à la légère, dit M. de Cambremer. Vous le feriez bien voir dans l'armée. Il l'a été, mais il ne l'est plus, dis-je à M. de Cambremer. Quant à son mariage avec mademoiselle de Guermantes-Brassac, est-ce vrai? On ne parle que de ça, mais vous êtes bien placé pour le savoir. Mais je vous répète qu'il me l'a dit à moi-même qu'il était Dreyfusard, dit madame de Cambremer. C'est du reste très excusable. Les Guermantes sont à moitié allemands. Pour les Guermantes de la rue de Varennes, vous pouvez dire tout à fait, dit Cancan. Mais Saint-Loup, c'est une autre paire de manches. Il a beau avoir toute une parenté allemande, son père revendiquait avant tout son titre de grand seigneur français. Il a repris du service en 1871 et a été tué pendant la guerre de la plus belle façon. J'ai beau être très à cheval là-dessus, il ne faut pas faire d'exagération ni dans un sens ni dans l'autre. In medio virtus... Ah, je ne peux pas me rappeler, c'est quelque chose que dit le docteur Cottard. En voilà un qui a toujours le mot. Vous devriez avoir ici un petit Larousse.
Pour éviter de se prononcer sur la citation latine et abandonner le sujet de Saint-Loup, où son mari semblait trouver qu'elle manquait de tact, Madame de Cambremer se rabattit sur la patronne, dont la brouille avec eux était encore plus nécessaire à expliquer. « Nous avons loué volontiers la Raspelière à Madame Verdurin, dit la marquise. Seulement elle a eu l'air de croire qu'avec la maison et tout ce qu'elle a trouvé le moyen de se faire attribuer, la jouissance du prêt, les vieilles tentures, toutes choses qui n'étaient nullement dans le bail, elle aurait en plus le droit d'être liée avec nous. Ce sont des choses absolument distinctes. Notre tort est de n'avoir pas fait faire les choses simplement par un gérant ou par une agence. À Féterne, ça n'a pas d'importance, mais je vois d'ici la tête que ferait ma tante de Chenouville si elle voyait s'amener à mon jour la mère Verdurin avec ses cheveux en l'air. Pour M. de Charlus, naturellement, il connaît des gens très bien, mais il en connaît aussi de très mal. » Je demandais lesquels. Pressée de questions, Madame de Cambremer finit par dire « On prétend que c'est lui qui faisait vivre à monsieur Moreau, Maury, Moru, je ne sais plus. Aucun rapport, bien entendu, avec Morel, le violoniste, ajouta-t-elle en rougissant. Quand j'ai senti que Mme Verdurin s'imaginait que parce qu'elle était notre locataire dans la Manche, elle aurait le droit de me faire des visites à Paris, j'ai compris qu'il fallait couper le câble. » Malgré cette brouille avec la patronne, les Cambremer n'étaient pas mal avec les fidèles et montaient volontiers dans notre wagon quand ils étaient sur la ligne. Quand on était sur le point d'arriver à Douville, Albertine, tirant une dernière fois son miroir, trouvait quelquefois utile de changer ses gants ou d'ôter un instant son chapeau, et avec le peigne d'écaille que je lui avais donné et qu'elle avait dans les cheveux, elle en lissait les coques, en relevait le bouffant et, s'il était nécessaire, au-dessus des ondulations qui descendaient en vallée régulière jusqu'à la nuque, remontait son chignon. Une fois dans les voitures qui nous attendaient, on ne savait plus du tout où on se trouvait. Les routes n'étaient pas éclairées. On reconnaissait au bruit plus fort des roues qu'on traversait un village. On se croyait arrivé, on se retrouvait en plein champ. On entendait des cloches lointaines, on oubliait qu'on était en smoking, et on s'était presque assoupi quand, au bout de cette longue marge d'obscurité qui, à cause de la distance parcourue et des incidents caractéristiques de tout trajet en chemin de fer, semblait nous avoir portés jusqu'à une heure avancée de la nuit et presque à moitié chemin d'un retour vers Paris, tout à coup, après le glissement de la voiture sur un sable plus fin, avait décelé qu'on venait d'entrer dans le parc, explosait, nous réintroduisant dans la vie mondaine les éclatantes lumières du salon, puis de la salle à manger, où nous éprouvions un vif mouvement de recul en entendant sonner ces 8 heures que nous croyions passées depuis longtemps, tandis que les services nombreux et les vins fins allaient se succéder autour des hommes en frac et des femmes à demi décolletées. On a dîné rutilant de clarté comme un véritable dîner en ville, et qu'entourait seulement, changeant par là son caractère, la double écharpe sombre et singulière qu'avaient tissée, détournée par cette utilisation mondaine de leur solennité première, les heures nocturnes, champêtres et marines, de l'aller et du retour. Celui-ci nous forçait en effet à quitter la splendeur rayonnante et vite oubliée du salon lumineux pour les voitures, où je m'arrangeais à être avec Albertine, afin que mon ami ne pût être avec d'autres sans moi, et souvent pour une autre cause encore, qui est que nous pouvions tous deux faire bien des choses dans une voiture noire, où les heures de la descente nous excusaient d'ailleurs, au cas où un brusque rayon filtrerait, d'être cramponnés l'un à l'autre. Quand M. de Cambremer n'était pas encore brouillé avec les Verdurin, il me demandait « Vous ne croyez pas, avec ce brouillard-là, que vous allez avoir vos étouffements? Ma sœur en a eu de terribles ce matin. »« Ah, vous en avez aussi !» disait-il avec satisfaction. « Je le lui dirai ce soir. Je sais qu'en rentrant, elle s'informera tout de suite s'il y a longtemps que vous ne les avez pas eus. » Il ne me parlait d'ailleurs des miens que pour arriver à ceux de sa sœur, et ne me faisait décrire les particularités des premiers que pour mieux marquer les différences qu'il y avait entre les deux. Mais malgré celle-ci, comme les étouffements de sa sœur lui paraissaient devoir faire autorité, il ne pouvait croire que ce qui réussissait aux siens ne fût pas indiqué pour les miens, et il s'irritait que je n'en essayasse pas, car il y a une chose plus difficile encore que de s'astreindre à un régime, c'est de ne pas l'imposer aux autres. D'ailleurs, que dis-je, moi profane, quand vous êtes ici devant l'aéropage, à la source, qu'en pense le professeur Cottard? Je revis du reste sa femme une autre fois,
parce qu'elle avait dit que ma cousine avait un drôle de genre et que je voulus savoir ce qu'elle entendait par là. Elle nia l'avoir dit, mais finit par avouer qu'elle avait parlé d'une personne qu'elle avait cru rencontrer avec ma cousine. Elle ne savait pas son nom et dit finalement que, si elle ne se trompait pas, c'était la femme d'un banquier, laquelle s'appelait Lina, Linette, Lisette, Lia, enfin quelque chose de ce genre. Je pensais que femme d'un banquier n'était mis que pour plus de démarquage. Je voulus demander à Albertine si c'était vrai, mais j'aimais mieux avoir l'air de celui qui sait que de celui qui questionne. D'ailleurs, Albertine ne m'eut rien répondu, ou un « non » dont le « N » eût été trop hésitant et le « on » trop éclatant. Albertine ne racontait jamais de faits pouvant lui faire du tort, mais d'autres qui ne pouvaient s'expliquer que par les premiers, la vérité étant plutôt un courant qui part de ce qu'on nous dit et qu'on capte, tout invisible qu'il soit, que la chose même qu'on nous a dite. Ainsi, quand je lui assurai qu'une femme qu'elle avait connue à Vichy avait mauvais genre, elle me jura que cette femme n'était nullement ce que je croyais et n'avait jamais essayé de lui faire le mal. Mais elle ajouta un autre jour, comme je parlais de ma curiosité de ce genre de personne, que la dame de Vichy avait une amie aussi, qu'elle, Albertine, ne connaissait pas, mais que la dame lui avait promis de lui faire connaître. Pour qu'elle lui eût promis, c'était donc qu'Albertine le désirait, ou que la dame avait, en le lui offrant, su lui faire plaisir. Mais si je l'avais objecté à Albertine, j'aurais eu l'air de ne tenir mes révélations que d'elle. Je les aurais arrêtées aussitôt, je n'eusse plus rien su, j'eusse cessé de me faire craindre. D'ailleurs, nous étions à Balbec. La dame de Vichy et son amie habitaient Menton. L'éloignement, l'impossibilité du danger eût au fait de détruire mes soupçons. Souvent, quand M. de Cambremer m'interpellait de la gare, je venais avec Albertine de profiter des ténèbres, et avec d'autant plus de peine que celles-ci s'étaient un peu débattues, craignant qu'elles ne fussent pas assez complètes. Vous savez que je suis sûr que Cottard nous a vus. Du reste, même sans voir, il a bien entendu notre voix étouffée, juste au moment où on parlait de vos étouffements d'un autre genre, me disait Albertine en arrivant à la gare de Douville, où nous reprenions le petit chemin de fer pour le retour. Mais ce retour, de même que l'aller, si en me donnant quelque impression de poésie, il réveillait en moi le désir de faire des voyages, de mener une vie nouvelle, et me faisait par là souhaiter d'abandonner tout projet de mariage avec Albertine et même de rompre définitivement nos relations, me rendait aussi, et à cause même de leur nature contradictoire, cette rupture plus facile. Car, au retour aussi bien qu'à l'aller, à chaque station montaient avec nous ou nous disaient bonjour du quai des gens de connaissance. Sur les plaisirs furtifs de l'imagination dominaient ceux continuels de la sociabilité qui sont si apaisants, si endormeurs. Déjà, avant les stations elles-mêmes, leurs noms qui m'avaient tant fait rêver depuis le jour où je les avais entendus le premier soir où j'avais voyagé avec ma grand-mère, s'étaient humanisés, avaient perdu leur singularité depuis le soir où Brichot, à la prière d'Albertine, nous en avait plus complètement expliqué les étymologies. J'avais trouvé charmant la fleur qui terminait certains noms, comme Figuefleur, Honfleur, Flers, Barfleur, Harfleur, etc. Et amusant le bœuf qu'il y avait à la fin de Briquebeuf. Mais la fleur disparut, et aussi le bœuf, quand Brichot, et cela il me l'avait dit le premier jour dans le train, nous apprit que fleur veut dire port, comme fjord, et que bœuf en normand, bud, signifie cabane. Comme il citait plusieurs exemples, ce qui m'avait paru particulier se généralisait. Briquebeuf allait rejoindre Elbeuf, et même dans un nom au premier abord aussi individuel que le lieu, comme le nom de Peine-de-Pie, où les étrangetés les plus impossibles à élucider par la raison me semblaient amalgamées depuis un temps immémoriel en un vocable vilain, savoureux et durci, comme certains fromages normands, je fus désolé de retrouver le Pen gaulois qui signifie montagne, et se retrouve aussi bien dans Penmark que dans les Apennins. Comme à chaque arrêt du train, je sentais que nous aurions des mains amies à serrer, sinon des visites à recevoir, je disais à Albertine « Dépêchez-vous de demander à Brichot les noms que vous voulez savoir. Vous m'aviez parlé de Marcouville-l'Orgueilleuse. »« Oui, j'aime beaucoup cet Orgueil. C'est un village fier, dit Albertine. »
Vous le trouveriez, répondit Brichot, plus fier encore si, au lieu de se faire française ou même de basse latinité, telle qu'on la trouve dans le cartulaire de l'évêque de Bayeux, Marcouvilla Superba, vous preniez la forme plus ancienne, plus voisine du normand, Marculfi Villa Superba, le village, le domaine de Merculf. Dans presque tous ces noms qui se terminent en ville, vous pourriez voir encore dressé sur cette côte le fantôme des rudes envahisseurs normands. À Rambouville, vous n'avez eu debout à la portière du wagon que notre excellent docteur, qui évidemment n'a rien d'un chef norrois, mais en fermant les yeux, vous pourriez voir l'illustre Erinmundivilla. Bien que je ne sache pas pourquoi on aille sur ces routes-ci, comprises entre Loigny et Balbec-Plage, plutôt que sur celles fort pittoresques qui conduisent de Loigny au vieux Balbec, Madame Verdurin vous a peut-être promené de ce côté-là en voiture. Alors, vous avez vu Incarville, ou village de Wiscar, et Tourville, avant d'arriver chez Madame Verdurin. C'est le village de Tourold. D'ailleurs, il n'y eut pas que des Normands. Il semble que des Allemands soient venus jusqu'ici. Au Ménancourt, Alémanie Courtis. Ne le disons pas à ce jeune officier que j'aperçois, il serait capable de ne plus vouloir aller chez ses cousins. Et il eut aussi des Saxons, comme en témoigne la fontaine de Sissonne, un début de promenade favori de Madame Verdurin, et à juste titre, aussi bien qu'en Angleterre, le Middlesex, le Wessex. Chose inexplicable, il semble que les Goths, les gueux, comme on disait, soient venus jusqu'ici, et même les Maures, car Mortagne vient de Mauretania. La trace en est restée à Gourville, Gotorum Villa. Quelques vestiges des latins subsistent d'ailleurs aussi, Lani Latiniacum. Moi, je demande l'explication de Torpum, dit M. de Charlus. Je comprends homme, ajouta-t-il, tandis que le sculpteur et Cottard échangeaient un regard d'intelligence, mais torpe. Homme ne signifie nullement ce que vous êtes naturellement porté à croire, baron, répondit Brichot en regardant malicieusement Cottard et le sculpteur. Homme n'a rien à voir ici avec le sexe auquel je ne dois pas ma mère. Homme, c'est Holm, qui signifie îlot, etc. Quant à Torp, ou village, on le retrouve dans 100 mots dont j'ai déjà ennuyé notre jeune ami. Ainsi, dans Torpum, il n'y a pas de nom de chef normand, mais des mots de la langue normande. Vous voyez comme tout ce pays a été germanisé. Je crois qu'il exagère, dit M. de Charlus. J'ai été hier à Orgeville. Cette fois-ci, je vous rends l'homme que je vous avais ôté dans Torpum, baron. Soit dit sans pédantisme, une charte de Robert Ier nous donne pour Orgeville Odgervilla, le domaine d'Odger. Tous ces noms sont ceux d'anciens seigneurs. Octeville-Lavenel est pour Lavenel. Les Avenel étaient une famille connue au Moyen-Âge. Bourguenol, où Madame Verdurin nous a emmenés l'autre jour, s'écrivait Bourg de Môle, car ce village appartint au XIe siècle à Baudouin de Môle, ainsi que la chaise Baudouin. Mais nous voici à Doncières. Mon Dieu, que de lieutenants vont essayer de monter, dit M. de Charlus avec un effroi simulé. Je le dis pour vous, car moi cela ne me gêne pas puisque je descends. Vous entendez, docteur, dit Brichot, le baron a peur que des officiers ne lui passent sur le corps. Et pourtant, ils sont dans leur rôle en se trouvant massés ici, car Doncières, c'est exactement Saint-Cyr, Dominus Syriacus. Et il y a beaucoup de noms de villes où Sanctus et Sancta sont remplacés par Dominus et par Domina. Du reste, cette ville calme et militaire a parfois de faux airs de Saint-Cyr de Versailles et même de Fontainebleau. Pendant ces retours, comme à l'aller, je disais à Albertine de se vêtir, car je savais bien qu'à Amenancourt, à Doncières, à Épreville, à Saint-Vaast, nous aurions de courtes visites à recevoir. Elle ne m'était d'ailleurs pas désagréable que ce fût à Ermenonville, le domaine d'Hérimonde, celle de M. de Chevrigny, profitant de ce qu'il était venu chercher des invités pour me demander de venir le lendemain déjeuner à Montsurvent, ou à Doncières, la brusque invasion d'un des charmants amis de Saint-Loup envoyé par lui, s'il n'était pas libre, pour me transmettre une invitation du capitaine de Borodino, du mess des officiers au coq hardy ou des sous-officiers au faisan doré. Saint-Loup venait souvent lui-même, et pendant tout le temps qu'il était là, sans qu'on pût s'en apercevoir, je tenais Albertine prisonnière, sous mon regard d'ailleurs inutilement vigilant. Une fois pourtant, j'interrompis ma garde.
Comme il y avait un long arrêt, Bloch, nous ayant salués, se sauva presque aussitôt pour rejoindre son père, lequel venait d'hériter de son oncle, et ayant loué un château qui s'appelait la Commanderie, trouvait grand seigneur de ne circuler qu'en une chaise de poste avec des postillons en livrée. Bloch me pria de l'accompagner jusqu'à la voiture. « Mais hâte-toi, car ces quadrupèdes sont impatients. Viens, homme cher aux dieux, tu feras plaisir à mon père. » Mais je souffrais trop de laisser Albertine dans le train avec Saint-Loup. Ils auraient pu, pendant que j'avais le dos tourné, se parler, aller dans un autre wagon, se sourire, se toucher. Mon regard adhérent à Albertine ne pouvait se détacher d'elle tant que Saint-Loup serait là. Or, je vis très bien que Bloch, qui m'avait demandé comme un service d'aller dire bonjour à son père, d'abord trouva peu gentil que je le lui refusasse, quand rien ne m'en empêchait, les employés ayant prévenu que le train resterait encore au moins un quart d'heure en gare et que presque tous les voyageurs sans lesquels il ne repartirait pas étaient descendus, et ensuite ne douta pas que ce fût parce que décidément, ma conduite en cette occasion lui était une réponse décisive, j'étais snob. Car il n'ignorait pas le nom des personnes avec qui je me trouvais. En effet, M. de Charlus m'avait dit quelque temps auparavant, et sans se souvenir ou se soucier que cela eût jadis été fait pour se rapprocher de lui, « Mais présentez-moi donc votre ami, ce que vous faites est un manque de respect pour moi. » Et il avait causé avec Bloch, qui avait paru lui plaire extrêmement, au point qu'il l'avait gratifié d'un « J'espère vous revoir. » Alors, c'est irrévocable. Tu ne veux pas faire ces 100 mètres pour dire bonjour à mon père, à qui ça ferait tant de plaisir, me dit Bloch. J'étais malheureux d'avoir l'air de manquer à la bonne camaraderie, plus encore de la cause pour laquelle Bloch croyait que j'y manquais, et de sentir qu'il s'imaginait que je n'étais pas le même avec mes amis bourgeois quand il y avait des gens nés. De ce jour, il cessa de me témoigner la même amitié, et, ce qui m'était plus pénible, n'eut plus pour mon caractère la même estime. Mais pour le détromper sur le motif qui m'avait fait rester dans le wagon, il m'eût fallu lui dire quelque chose, à savoir que j'étais jaloux d'Albertine, qui m'eût été encore plus douloureux que de le laisser croire que j'étais stupidement mondain. C'est ainsi que, théoriquement, on trouve qu'on devrait toujours s'expliquer franchement, éviter les malentendus. Mais bien souvent, la vie les combine de telle manière que, pour les dissiper, dans les rares circonstances où ce serait possible, il faudrait révéler, ou bien, ce qui n'est pas le cas ici, quelque chose qui froisserait encore plus notre ami que le tort imaginaire qu'il nous impute, ou un secret dont la divulgation, et c'était ce qui venait de m'arriver, nous paraît pire encore que le malentendu. Et d'ailleurs, même sans expliquer à Bloch, puisque je ne le pouvais pas, la raison pour laquelle je ne l'avais pas accompagné, si je l'avais prié de ne pas être froissé, je n'aurais fait que redoubler ce froissement en montrant que je m'en étais aperçu. Il n'y avait rien à faire qu'à s'incliner devant ce fatum qui avait voulu que la présence d'Albertine empêchât de le reconduire et qu'il pût croire que c'était au contraire celle de gens brillants, laquelle, l'eussent-ils été 100 fois plus, n'aurait eu pour effet que de me faire occuper exclusivement de Bloch et réserver pour lui toute ma politesse. Il suffit de la sorte qu'accidentellement, absurdement, un incident, ici la mise en présence d'Albertine et de Saint-Loup, s'interpose entre deux destinées dont les lignes convergeaient l'une vers l'autre pour qu'elles soient déviées, s'écartent de plus en plus et ne se rapprochent jamais. Et il y a des amitiés plus belles que celles de Bloch pour moi, qui se sont trouvées détruites sans que l'auteur involontaire de la brouille ait jamais pu expliquer au brouillé ce qui sans doute eût guéri son amour-propre et ramené sa sympathie fuyante. Amitié plus belle que celle de Bloch ne serait pas du reste beaucoup dire. Il avait tous les défauts qui me déplaisaient le plus. Ma tendresse pour Albertine se trouvait par accident les rendre tout à fait insupportables. Ainsi, dans ce simple moment où je causais avec lui tout en surveillant Robert de l'œil, Bloch me dit qu'il avait déjeuné chez madame Bontemps et que chacun avait parlé de moi avec les plus grands éloges jusqu'au déclin d'Hélios. Bon, pensai-je, comme madame Bontemps croit Bloch un génie, le suffrage enthousiaste qu'il m'aura accordé fera plus que ce que tous les autres ont pu dire, cela reviendra à Albertine. D'un jour à l'autre, elle ne peut manquer d'apprendre, et cela m'étonne que sa tante ne lui ait pas déjà redit, que je suis un homme supérieur. Oui, ajouta Bloch, tout le monde a fait ton éloge. Moi seul j'ai gardé un silence aussi profond que si j'eusse absorbé, au lieu du repas d'ailleurs médiocre qu'on nous servait, des pavots
cher au bienheureux frère de Thanatos et de l'été, le divin Hypnos, qui enveloppe de doux liens le corps et la langue. Ce n'est pas que je t'admire moins que la bande de chiens avides avec lesquels on m'avait invité, mais moi je t'admire parce que je te comprends, et eux t'admirent sans te comprendre. Pour bien dire, je t'admire trop pour parler de toi ainsi au public. Cela m'eût semblé une profanation de louer à haute voix ce que je porte au plus profond de mon cœur. On eut beau me questionner à ton sujet, une pudeur sacrée, fille de Crognon, me fit rester muet. Je n'eus pas le mauvais goût de paraître mécontent, mais cette pudeur-là me sembla apparentée, beaucoup plus qu'au Crognon, à la pudeur qui empêche un critique qui vous admire de parler de vous, parce que le temple secret où vous trônez serait envahi par la tourbe des lecteurs ignares et des journalistes, à la pudeur de l'homme d'État qui ne vous décore pas pour que vous ne soyez pas confondu au milieu de gens qui ne vous valent pas, à la pudeur de l'académicien qui ne vote pas pour vous afin de vous épargner la honte d'être le collègue de X qui n'a pas de talent, à la pudeur enfin plus respectable et plus criminelle pourtant des fils qui nous prient de ne pas écrire sur leur père défunt qui fut plein de mérite afin d'assurer le silence et le repos, d'empêcher qu'on entretienne la vie et qu'on crée de la gloire autour du pauvre mort qui préférerait son nom prononcé par les bouches des hommes aux couronnes, fort pieusement portées d'ailleurs sur son tombeau. Si Bloch, tout en me désolant, en ne pouvant comprendre la raison qui m'empêchait d'aller saluer son père, m'avait exaspéré en m'avouant qu'il m'avait déconsidéré chez madame Bontemps, je comprenais maintenant pourquoi Albertine ne m'avait jamais fait allusion à ce déjeuner et restait silencieuse quand je lui parlais de l'affection de Bloch pour moi. Le jeune Israélite avait produit sur M. de Charlus une impression tout autre que l'agacement. Certes, Bloch croyait maintenant que non seulement je ne pouvais rester une seconde loin de gens élégants, mais que, jaloux des avances qu'il avait pu lui faire, comme M. de Charlus, je tâchais de mettre des bâtons dans les roues et de l'empêcher de se lier avec eux. Mais de son côté, le baron regrettait de n'avoir pas vu davantage mon camarade. Selon son habitude, il se garda de le montrer. Il commença par me poser, sans en avoir l'air, quelques questions sur Bloch, mais d'un ton si nonchalant, avec un intérêt qui semblait tellement simulé qu'on n'aurait pas cru qu'il entendait les réponses. D'un air de détachement, sur une mélopée qui exprimait plus que l'indifférence, la distraction, et comme par simple politesse pour moi, « Il a l'air intelligent, il a dit qu'il écrivait, a-t-il du talent ?» Je dis à M. de Charlus qu'il avait été bien aimable de lui dire qu'il espérait le revoir. Pas un mouvement ne révéla chez le baron qu'il eût entendu ma phrase, et comme je la répétais 4 fois sans avoir de réponse, je finis par douter si je n'avais pas été le jouet d'un mirage acoustique quand j'avais cru entendre ce que M. de Charlus avait dit. « Il habite Balbec ?» chantonna le baron d'un air si peu questionneur qu'il est fâcheux que la langue française ne possède pas un signe autre que le point d'interrogation pour terminer ses phrases apparemment si peu interrogatives. Il est vrai que ce signe ne servirait guère pour M. de Charlus. Non, ils ont loué près d'ici, la commanderie. Ayant appris ce qu'il désirait, M. de Charlus feignit de mépriser Bloch. « Quelle horreur !» s'écria-t-il en rendant à sa voix toute sa vigueur claironnante. Toutes les localités ou propriétés appelées la commanderie ont été bâties ou possédées par les chevaliers de l'ordre de Malte, dont je suis, comme les lieux dits, le temple ou la cavalerie par les templiers. J'habiterais la commanderie, que rien ne serait plus naturel, mais un juif! Du reste, cela ne m'étonne pas. Cela tient à un curieux goût du sacrilège particulier à cette race. Dès qu'un juif a assez d'argent pour acheter un château, il en choisit toujours un qui s'appelle le prieuré, l'abbaye, le monastère, la maison Dieu. J'ai eu affaire à un fonctionnaire juif, devinez où il résidait, à Pont-l'Évêque. Mis en disgrâce, il se fit envoyer en Bretagne, à Pont-l'Abbé. Quand on donne dans la semaine sainte ces indécents spectacles qu'on appelle la Passion, la moitié de la salle est remplie de juifs, exultant à la pensée qu'ils vont mettre une seconde fois le Christ sur la croix, au moins en effigie.
Au concert L'Amoureux, j'avais pour voisin un jour un riche banquier juif. On joua l'enfance du Christ de Berlioz. Il était consterné, mais il retrouvera bientôt l'expression de béatitude qui lui était habituelle en entendant l'enchantement du Vendredi Saint. Votre ami habite la commanderie, le malheureux. Quel sadisme! Vous m'indiquerez le chemin, ajouta-t-il en reprenant l'air d'indifférence, pour que j'aille un jour voir comment nos antiques domaines supportent une pareille profanation. C'est malheureux, car il est poli, il semble fin. Il ne lui manquerait plus que de demeurer à Paris, rue du Temple. Monsieur de Charlus avait l'air par ces mots de vouloir seulement trouver à l'appui de sa théorie un nouvel exemple. Mais il me posait en réalité une question à deux fins, dont la principale était de savoir l'adresse de Bloch. En effet, fit remarquer Brichot, la rue du Temple s'appelait rue de la Chevalerie du Temple. Et à ce propos, me permettez-vous une remarque, baron, dit l'universitaire. Quoi, qu'est-ce que c'est, dit sèchement M. de Charlus, que cette observation empêchait d'avoir son renseignement. Non, rien, répondit Brichot, intimidé. C'était à propos de l'étymologie de Balbec qu'on m'avait demandé. La rue du Temple s'appelait autrefois la rue Bar du Bac, parce que l'abbaye du Bac, en Normandie, avait là, à Paris, sa barre de justice. Monsieur de Charlus ne répondit rien et fit semblant de ne pas avoir entendu ce qui était chez lui une des formes de l'insolence. Où votre ami demeure-t-il à Paris? Comme les trois quarts des rues tirent leur nom d'une église ou d'une abbaye, il y a chance pour que le sacrilège continue. On ne peut pas empêcher les Juifs de demeurer boulevard de la Madeleine, faubourg Saint-Honoré ou place Saint-Augustin, tant qu'ils ne raffinent pas par perfidie en élisant domicile place du Parvis Notre-Dame, quai de l'Archevêché, rue Chanoinesse ou rue de l'Ave Maria, il faut leur tenir compte des difficultés. Nous ne pûmes renseigner, monsieur de Charlus, l'adresse actuelle de Bloch nous étant inconnue. Mais je savais que les bureaux de son père étaient rue des Blancs-Manteaux. « Oh, quel comble de perversité !» s'écria M. de Charlus en paraissant trouver dans son propre cri d'ironique indignation une satisfaction profonde. « Rue des Blancs-Manteaux !» répétait-il en pressurant chaque syllabe et en riant. Quel sacrilège! Pensez que ces blancs manteaux pollués par M. Bloch étaient ceux des frères mendiants dits serfs de la Sainte Vierge que Saint Louis établit là, et la rue a toujours été à des ordres religieux. La profanation est d'autant plus diabolique qu'à 2 pas de la rue des blancs manteaux, il y a une rue dont le nom m'échappe et qui est tout entière concédée aux Juifs. Il y a des caractères hébreux sur les boutiques, des fabriques de pain azim, des boucheries juives. C'est tout à fait la Judengasse de Paris. C'est là que M. Bloch aurait dû demeurer. Naturellement, reprit-il sur un ton assez emphatique et fier pour tenir des propos esthétiques, donnant par une réponse que lui adressait malgré lui son hérédité un air de vieux mousquetaire Louis XIII à son visage redressé en arrière, je ne m'occupe pas de tout cela, je ne m'occupe de tout cela qu'au point de vue de l'art. La politique n'est pas de mon ressort et je ne peux pas condamner en Bloch puisque Bloch, il y a une nation... La politique n'est pas de mon ressort et je ne peux pas condamner en Bloch puisque Bloch, il y a une nation qui compte Spinoza parmi ses enfants illustres. Et j'admire trop Rembrandt pour ne pas savoir la beauté qu'on peut tirer de la fréquentation de la synagogue. Mais enfin, un ghetto est d'autant plus beau qu'il est plus homogène et plus complet. Soyez sûr du reste, tant l'instinct pratique et la cupidité se mêlent chez ce peuple au sadisme, que la proximité de la rue hébraïque dont je vous parle, la commodité d'avoir sous la main les boucheries d'Israël, a fait choisir à votre ami la rue des Blancs-Manteaux. Comme c'est curieux. C'est du reste par là que demeurait un étrange juif qui avait fait bouillir des hosties, après quoi je pense qu'on le fit bouillir lui-même. Ce qui est plus étrange encore, puisque cela a l'air de signifier que le corps d'un juif peut valoir autant que le corps du bon Dieu. Peut-être pourrait-on arranger quelque chose avec votre ami pour qu'il nous mène voir l'église des Blancs-Manteaux. Pensez que c'est là qu'on déposa le corps de Louis d'Orléans après son assassinat par Jean sans peur, lequel malheureusement ne nous a pas délivrés des Orléans. Je suis d'ailleurs personnellement très bien avec mon cousin le duc de Chartres, mais enfin c'est une race d'usurpateurs qui a fait assassiner Louis XVI, dépouiller Charles X et Henri V. Ils ont du reste de qui tenir, ayant pour ancêtre Monsieur, qu'on appelait sans doute ainsi, parce que c'était la plus étonnante des vieilles dames, et le régent et le reste. Quelle famille!
Ce discours anti-juif ou pro-hébreu, selon qu'on s'attachera à l'extérieur des phrases ou aux intentions qu'elles recelaient, avait été comiquement coupé, pour moi, par une phrase que Morel me chuchota et qui avait désespéré M. de Charlus. Morel, qui n'avait pas été sans s'apercevoir de l'impression que Bloch avait produite, me remercia à l'oreille de l'avoir expédié, ajoutant cyniquement « Il aurait voulu rester, tout ça c'est la jalousie, il voudrait me prendre ma place, c'est bien un youpin. » On aurait pu profiter de cet arrêt qui se prolonge pour demander quelque explication rituelle à votre ami. « Est-ce que vous ne pourriez pas le rattraper ?» me demanda M. de Charlus avec l'anxiété du doute. « Non, c'est impossible, il est parti en voiture et d'ailleurs fâché avec moi. »« Merci, merci, » me souffla Morel. « La raison est absurde, on peut toujours rejoindre une voiture, rien ne vous empêcherait de prendre une auto, » répondit M. de Charlus en homme habitué à ce que tout pliait devant lui. À ce que tout plia devant lui. Mais remarquant mon silence, « Quelle est cette voiture, plus ou moins imaginaire ?» me dit-il avec insolence et un dernier espoir. « C'est une chaise de poste ouverte et qui doit être déjà arrivée à la commanderie. » Devant l'impossible, M. de Charlus se résigna et affecta de plaisanter. « Je comprends qu'ils aient reculé devant le coupé superfectatoire. Ça aurait été un recoupé. » Enfin, on fut avisé que le train repartait et Saint-Loup nous quitta. Mais ce jour fut le seul où, en montant dans notre wagon, il me fit, à son insu, souffrir par la pensée que j'eus un instant de le laisser avec Albertine pour accompagner Bloch. Les autres fois, sa présence ne me tortura pas, car d'elle-même Albertine, pour m'éviter toute inquiétude, se plaçait sous un prétexte quelconque de telle façon qu'elle n'aurait pas même involontairement frôlé Robert, presque trop loin pour avoir même à lui tendre la main, détournant de lui les yeux. Elle se mettait, dès qu'il était là, à causer ostensiblement et presque avec affectation avec l'un quelconque des autres voyageurs, continuant ce jeu jusqu'à ce que Saint-Loup fût parti. De la sorte, les visites qu'il nous faisait à Doncières, ne me causant aucune souffrance, même aucune gêne, ne m'étaient pas une exception parmi les autres qui, toutes m'étaient agréables, en m'apportant en quelque sorte l'hommage et l'invitation de cette terre. Déjà, dès la fin de l'été, dans notre trajet de Balbec à Douville, quand j'apercevais au loin cette station de Saint-Pierre-des-Ifs, où le soir, pendant un instant, la crête des falaises scintillait toute rose, comme au soleil couchant la neige d'une montagne, elle ne me faisait plus penser, je ne dis pas même à la tristesse, que la vue de son étrange relèvement soudain m'avait causé le premier soir en me donnant si grande envie de reprendre le train pour Paris, au lieu de continuer jusqu'à Balbec. Au spectacle que, le matin, on pouvait avoir de là, m'avait dit Elstir, à l'heure qui précède le soleil levé, où toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se rétractent sur les rochers, et où tant de fois il avait réveillé le petit garçon qui une année lui avait servi de modèle pour le peindre tout nu sur le sable. Le nom de Saint-Pierre-des-Ifs m'annonçait seulement qu'allait apparaître un quinquagénaire étrange, spirituel et fardé, avec qui je pourrais parler de Chateaubriand et de Balzac. Et maintenant, dans les brumes du soir, derrière cette falaise d'Incarville qui m'avait tant fait rêver autrefois, ce que je voyais comme si son grès antique était devenu transparent, c'était la belle maison d'un oncle de M. de Cambremer et dans laquelle je savais qu'on serait toujours content de me recueillir si je ne voulais pas dîner à la Raspelière ou rentrer à Balbec. Ainsi, ce n'étaient pas seulement les noms des lieux de ce pays qui avaient perdu leur mystère du début, mais ces lieux eux-mêmes. Les noms, déjà vidés à demi d'un mystère que l'étymologie avait remplacé par le raisonnement, étaient encore descendus d'un degré. Dans nos retours à Ermenonville, à Saint-Vaast, à Rambouville, au moment où le train s'arrêtait, nous apercevons des ombres que nous ne reconnaissions pas d'abord et que Brichot, qui n'y voyait goutte, aurait peut-être pu prendre dans la nuit pour les fantômes d'Erimund, de Wiscar et d'Erimbald. Mais elles approchaient du wagon. C'était simplement M. de Cambremer, tout à fait brouillé avec les Verdurins, qui reconduisait les invités et qui, de la part de sa mère et de sa femme, venait me demander si je ne voulais pas qu'il m'enlevât pour me garder quelques jours à Féterne, où allait se succéder une excellente musicienne qui me chanterait tout Gluck et un joueur d'échecs réputé avec qui je ferais d'excellentes parties, qui ne feraient pas tort à celles de pêche et de yachting dans la baie, ni même aux dîners Verdurins pour lesquels le marquis s'engageait sur l'honneur à me prêter, en me faisant conduire et rechercher pour plus de facilité et de sûreté aussi.
Mais je ne peux pas croire que ce soit bon pour vous d'aller si haut. Je sais que ma sœur ne pourrait pas le supporter. Elle reviendrait dans un état. Elle n'est du reste pas très bien fichue en ce moment. Vraiment, vous avez eu une crise si forte? Demain, vous ne pourrez pas vous tenir debout. Et il se tordait, non pas par méchanceté, mais pour la même raison qu'il ne pouvait sans rire voir dans la rue un boiteux qui s'étalait ou causer avec un sourd. Et avant, comment? Vous n'en avez pas eu depuis 15 jours? Oh, savez-vous que c'est très beau? Vraiment, vous devriez venir vous installer à Féterne. Vous causeriez de vos étouffements avec ma sœur. À Incarville, c'était le marquis de Montpeyroux qui, n'ayant pas pu aller à Féterne, car il s'était absenté pour la chasse, était venu au train, en bottes et le chapeau orné d'une plume de faisan, serrer la main des parents et, à moi, par la même occasion, en m'annonçant, pour le jour de la semaine qui ne me gênerait pas, la visite de son fils, qu'il me remerciait de recevoir et qu'il serait très heureux que je fisse un peu lire. Ou bien M. de Crécy, venu faire sa digestion, disait-il, fumant sa pipe, acceptant un ou même plusieurs cigares, et qui me disait « Eh bien, vous ne me dites pas de jour pour notre prochaine réunion à la Lucullus? Nous n'avons rien à nous dire. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons laissé en train la question des 2 familles de Montgomery. Il faut que nous finissions cela. Je compte sur vous. » D'autres étaient venus seulement acheter leurs journaux. Et aussi, beaucoup faisaient la causette avec nous, que j'ai toujours soupçonné de ne s'être retrouvés sur le quai, à la station la plus proche de leur petit château, que parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que de retrouver un moment des gens de connaissance.